Mes chers amis, hier après-midi, dans le bureau du président de la République à l'Élysée, nous étions avec Jean-Claude Gaudin. Il a appris que je venais faire le premier meeting de la campagne législative à Marseille. Et tout de suite, il m'a demandé dans quelle salle. Et puis, ce matin, à la sortie du Conseil des ministres, il m'a dit « Tu embrasseras Jean-Claude, Renaud, tous les élus des Bouches-du-Rhône et tu diras aux Marseillais que j'aime Marseille et que je les aime. » Tout ça dans un climat un peu particulier, puisque l'Élysée a changé de style. D'ailleurs, il suffit de regarder les huissiers, totalement étonnés de voir courir dans tous les sens un président de la République, parfois en short et en basket, parfois accompagné de son Premier ministre. C'est un choc culturel pour le personnel de l'Élysée, mais au-delà, c'est une rénovation de la vie politique qu'il a entreprise et que le premier véritable Conseil des ministres auquel j'ai participé ce matin montrait à quel point ces changements étaient des changements profonds. J'ai été membre de 4 gouvernements, j'ai siégé près de 7 ans au Conseil des ministres de notre pays. Jamais je n'avais vu un débat aussi ouvert, aussi libre, aussi simple et finalement une démocratie aussi moderne et aussi rénovée que celle que Nicolas Sarkozy est en train de créer dans notre pays. Il était normal que je vienne pour le premier meeting de la campagne des législatives à Marseille. C'était normal parce que Marseille est la ville qui a donné le plus grand nombre de voix de toutes les grandes villes françaises à Nicolas Sarkozy et je voulais vous remercier. Marseille, naturellement, et les Bouches-du-Rhône. C'était normal que je vienne remercier Jean-Claude Gaudin, Renaud Muselier et tous les élus de votre département. Jean-Claude préside aujourd'hui l'UMP depuis le départ de Nicolas Sarkozy. Il y joue un rôle essentiel et je voulais l'en remercier. Comme je voulais remercier Renaud Muselier de sa gentillesse, de son talent, de son engagement personnel aux côtés de tous les élus de votre département. Il y a pratiquement un mois, jour pour jour, le 19 avril dernier, Nicolas Sarkozy, ici à Marseille, vous disait « La France n'est pas finie, elle est vivante dans le cœur de ceux qui l'aiment. » Eh bien, parce que je sais que vous aimez la France de toute votre âme, parce que je sais qu'à Marseille, le drapeau tricolore est suffisamment beau et suffisamment large pour rassembler tous les Français, quelles que soient leurs origines, parce que je sais qu'à Marseille, l'union de la Méditerranée peut renouveler les équilibres du monde, parce qu'ici, le goût du grand large se confond avec le vent de la liberté, parce qu'ici, la volonté est plus forte que la fatalité, parce qu'à Marseille, une histoire peut devenir une destinée, vous avez élu Nicolas Sarkozy à la présidence de la République française. L'homme que vous avez soutenu, en qui vous avez cru, cet homme qui vous a parlé avec son cœur, vous l'avez porté à l'Élysée et il est désormais au service de votre espérance. Aujourd'hui, je veux vous dire que Nicolas Sarkozy est toujours le même. Il conserve intacte sa volonté de rupture. Il reste l'homme d'action que vous avez aimé, celui qui entend assumer ses responsabilités. Il ne changera pas, il ne se dérobera pas, non seulement parce que cela n'est pas dans son style, mais parce que sa victoire n'est pas une victoire comme les autres. Ce n'est pas une victoire par défaut. Pour la première fois depuis bien longtemps, les Français n'ont pas voté contre quelqu'un ou contre une formation politique.
Ils ont voté pour Nicolas Sarkozy et pour le projet de rupture qu'il représentait. Ce n'est pas une victoire du hasard, c'est une victoire massive, fondée sur une franche adhésion du peuple français. Les Français ont choisi une nouvelle façon de faire de la politique et, mieux encore, ils ont choisi une nouvelle politique. Une nouvelle politique pour sortir de l'immobilisme. Cet immobilisme qui nous a fait chuter dans les classements internationaux de la 11e à la 17e place en termes de richesse par habitant depuis 20 ans. Une nouvelle politique pour rompre avec cette logique économique et sociale sans perspective qui a amené les classes populaires à décrocher et les classes moyennes à trembler pour l'avenir de leurs propres enfants. Une nouvelle politique qui tourne le dos à ceux qui, la main sur le cœur, vous parlaient de solidarité en confondant la justice sociale et l'assistanat. Une nouvelle politique qui brise les tabous, qui vous empêchait d'aimer la France comme elle le mérite. Les Français ont choisi de ne plus entendre ceux qui leur disaient que pour sortir de l'impasse, il fallait simplement la repeindre en rose. Ils ont choisi de réformer plutôt que de patienter encore et toujours. Ils ont choisi d'entendre la vérité plutôt que de céder au vertige des illusions. Et la vérité, mes chers amis, c'est que la mondialisation, avec ses 6 milliards d'habitants, assoiffés de progrès, exige que nous nous retroussions les manches. La vérité, c'est qu'on peut atteindre le plein emploi, que 10 autres pays développés ont déjà atteint, à condition de réformer courageusement la fiscalité, le droit du travail, l'éducation, la formation tout au long de la vie. La vérité, c'est que notre pays peut être désendetté à condition qu'il modernise son État et qu'il arrête de vivre à crédit sur le dos de ses enfants. La vérité, c'est qu'on peut sauver notre contrat social à condition de responsabiliser les Français. La vérité, c'est que l'on peut financer l'augmentation des petites retraites à condition d'allonger la durée de cotisation et d'engager la réforme des régimes spéciaux que nous allons engager. La vérité, c'est que l'immigration doit être sérieusement maîtrisée parce que la France n'a plus les moyens d'être un Eldorado. La vérité, c'est que pour que la France soit forte et qu'elle soit généreuse, il faut que chaque citoyen donne à son pays autant qu'il reçoit de lui. Les Français ont choisi un cap et ils ont au surplus choisi de regarder la vérité en face. Après le 21 avril 2002, après la déroute des élections régionales que tu évoquais tout à l'heure, après le rejet du traité constitutionnel européen, on disait que les électeurs avaient définitivement sombré dans le cynisme, dans la désillusion, dans la contestation mécanique. Eh bien non. Ils ont manifesté à l'occasion de cette élection présidentielle une étonnante volonté de construire les choses autrement et d'une autre manière, avec 84% de participation, une participation jamais vue depuis plus de 30 ans, avec plus de 53% des votants. Le succès de Nicolas Sarkozy constitue, mes chers amis, une occasion historique de transformer la France en profondeur. Je dis bien historique, parce que si nous l'avons emporté, c'est avec un projet de rupture, c'est avec un projet précis, c'est avec un projet indiscutable. Et de ce fait, nous avons aujourd'hui, le gouvernement que je dirige, la majorité que vous allez envoyer à l'Assemblée nationale demain, nous avons, pour la première fois depuis bien longtemps, un mandat clair et par là même la chance de pouvoir changer d'époque. Nous avons la chance de pouvoir redonner du souffle et du cœur à la politique. Nous avons la chance de pouvoir bousculer les résistances, de faire sauter les blocages qui figent la société française depuis des décennies. Désormais,
celle que l'on appelait la majorité silencieuse, cette majorité dont vous êtes, et qui en a assez de voir qu'une minorité est capable de tout enrayer, eh bien cette majorité silencieuse, elle a pris le pouvoir, elle a pris la parole. C'est elle maintenant qu'on va écouter et c'est elle maintenant qui va décider. Nous avons aussi, cher Jean-Claude, la chance de pouvoir imprimer des valeurs qui ont du sens, des valeurs que les Français ont tout au long de la campagne réclamées avec insistance. La valeur du travail, la valeur du mérite, la valeur de l'effort, la valeur de la responsabilité, du courage, la valeur du respect. Cette demande de valeur, elle est décisive. Elle est décisive parce qu'à l'origine de toute grande politique, il y a d'abord la morale et les vertus qui inspirent le peuple. Si la société ne croit en rien, alors le pouvoir ne peut rien et le pouvoir ne fait rien. En revanche, si la société se met à croire en des valeurs, alors c'est tout un peuple qui s'accorde sur l'essentiel et qui se met en marche. La gauche, mes amis, n'a pas seulement perdu une élection, elle a, par son refus d'ouvrir les yeux sur le monde, elle a, par son conservatisme borné, perdu la bataille des valeurs. Pour tout dire, elle a perdu son magistère intellectuel et moral. Il est fini le temps où la fierté d'être français était dénigrée. Il est fini le temps où le travail était considéré comme un facteur d'aliénation et non pas d'émancipation. Il est fini le temps où le délinquant trouvait plus d'excuses que la victime ne trouvait de réconfort. Il est fini le temps où l'entrepreneur était l'adversaire du travailleur. Il est fini le temps où le cœur et la justice étaient le monopole réservé de la gauche. Oui, tout cela est bel et bien fini parce que nous avons, avec Nicolas Sarkozy, réhabilité et modernisé nos valeurs et nous avons battu la gauche sur le terrain qu'elle prétendait le sien, c'est-à-dire le terrain des idées. Nous avons enfin la chance, mes chers amis, de pouvoir nous attaquer aux racines des problèmes qui handicapent notre pays depuis 25 ans. Sur l'emploi, sur l'égalité des chances, sur la sécurité, sur la réforme de l'État, sur l'Europe, sur l'identité nationale. Nous allons pouvoir aller au fond des choses. C'est dire que nous pouvons agir au lieu de subir. C'est dire que nous pouvons désormais réorienter fortement le cours de notre destin national. Maintenant, notre devoir est de nous montrer à la hauteur de la formidable attente qui est la vôtre. Cette attente, nous n'avons pas le droit de la diluer. Nous n'avons pas le droit de la faire attendre. Nous n'avons pas le droit de la trahir. Cette attente, elle exigeait, avant même les élections législatives, un choc politique immédiat. Un choc politique démontrant que l'élection de Nicolas Sarkozy bousculait tout, y compris les vieux clivages politiques et les vieilles habitudes partisanes qui plaisent tant à la gauche. Dans sa défaite, la gauche attendait la droite classique au pouvoir pour remonter la pente aux législatives. Elle attendait que nous fassions comme avant. Elle espérait encore et toujours nous diaboliser, nous stigmatiser, nous caricaturer. Bref, la gauche attendait une vieille droite, crispée, dogmatique, et la voilà foudroyée devant une droite et un centre moderne et conquérant. Une droite et un centre moderne, sûrs d'eux-mêmes, sûrs de leurs valeurs, rassemblant tous les Français, quelle que soit leur sensibilité politique. Une droite et un centre moderne décidés à réconcilier
dans une synthèse nouvelle la liberté économique et la justice sociale, la croissance et le développement durable, la fierté nationale et l'engagement européen, l'identité française et l'universalisme. Oui, mes amis, la gauche attendait, espérait que nous retombions dans les clichés et dans les poncifs d'autrefois. Et voilà que la nomination du gouvernement annonce avec fracas une nouvelle donne politique. Ce gouvernement, j'ai l'honneur de le conduire. Je veux que vous sachiez que je ne suis pas à Matignon pour les honneurs, mais seulement pour servir les Français. Je n'y suis pas pour oublier la réalité, mais au contraire pour y être plongé. Je n'y suis pas pour négliger nos engagements, mais au contraire pour les tenir. Je ne suis pas pour faire comme avant, mais pour faire autrement. Ce gouvernement, c'est un gouvernement qui respecte comme jamais la parité entre les hommes et les femmes. Cette parité qui est légitime et qui est nécessaire, tout le monde en parlait, tout le monde la réclamait, et la gauche n'était pas la moins avare en conseil dans cette matière. Eh bien voilà, c'est nous qui l'avons concrétisée, et vous pouvez en être fiers, parce que c'est grâce à votre soutien. La nomination de Rachida Dati au poste de garde des Sceaux, ministre de la Justice. Cette nomination a un sens qui honore la France républicaine que j'aime et que je veux. C'est la France du mérite, c'est la France riche de ses différences, c'est la France qui mobilise tous ses talents, c'est la France qui ne juge pas les êtres sur leurs origines ou sous la couleur de leur peau, mais sur ce qu'ils ont au fond de leur cœur. C'est un gouvernement resserré parce que lorsque la tâche est aussi difficile, il faut une équipe de mission. Il faut une équipe où la collégialité ne soit pas simplement un mot, mais une réalité de tous les instants. Il faut une équipe où le débat soit possible. Il faut une équipe qui assume collectivement les décisions stratégiques qui ont été tranchées en son sein. Cette équipe resserrée, c'est un gage d'efficacité, c'est un gage de modernité. Eh bien, je suis fier que dans ce domaine aussi, ce soit nous qui innovions. C'est enfin un gouvernement d'ouverture. Ah, l'ouverture. On en a entendu parler dans cette campagne. De Madame Royal à Monsieur Bayrou. Tout le monde était, paraît-il, disposé à travailler avec tout le monde. Eh bien, nous n'en avons pas fait un discours de campagne, nous en avons fait une réalité. Bravo. Avec plus de 53% des voix aux élections présidentielles, rien ne nous y obligeait. Et c'est précisément pour cela que notre ouverture a du prix. Croyez-moi, il faut beaucoup de force et il faut beaucoup de grandeur pour ne pas céder à la tentation partisane lorsque la victoire est là. Eh bien, cette force, Nicolas Sarkozy l'a eue. Il faut être aussi animé par un profond sens de l'intérêt général pour ne pas se limiter à son camp et à sa famille quand vous avez la possibilité d'imposer vos vues à ceux qui vous ont combattu autrefois. Eh bien, ce sens de l'intérêt général, Nicolas Sarkozy l'a eu. Il nous avait prévenus. Il nous avait dit qu'il serait le président de tous les Français. Ceux qui ne le croyaient pas, ceux qui l'accusaient d'être l'homme d'un clan, ceux qui appelaient la rue à se mobiliser contre le danger qu'il aurait représenté pour la démocratie, eh bien, ils en sont aujourd'hui pour leurs frais. Nicolas est l'homme de la nation et il vient de le démontrer. Et cette ouverture qu'il a voulue et construite est le symbole d'un rassemblement qu'aucun autre gouvernement n'a su concrétiser avec une telle force. D'Alain Juppé à Bernard Kouchner, d'Hervé Morin à Éric Besson, nous avons bousculé toutes les frontières partisanes, nous avons percuté tous les préjugés et tous les scénarios écrits d'avance. Nous l'avons fait parce que, mes amis, les défis du XXIe siècle n'ont rien à voir
avec ceux des siècles précédents. Nous l'avons fait parce que les solutions ne sont plus blanches ou noires. Nous l'avons fait parce que nos concitoyens attendent de leurs responsables politiques qu'ils cessent de manier l'exclusive, qu'ils pratiquent le dialogue, la synthèse, le travail en équipe. Nous l'avons fait, enfin, parce qu'il n'y a jamais eu, à nos yeux, un peuple de droite contre un peuple de gauche, mais un seul peuple, le peuple français, capable d'unir ses forces dans les grandes occasions. Nous l'avons fait parce que pour changer en profondeur la France, il faut savoir la rassembler. Alors la gauche hurle au débauchage. Elle se déchaîne sur ses propres amis d'hier. Elle traite en pestiférés ceux qu'elle encensait il y a quelques semaines encore. À quand la critique des électeurs eux-mêmes? Ceux de droite, naturellement, qui ont commis l'erreur de voter pour Nicolas Sarkozy, mais aussi ceux de gauche, qui nous ont rejoints, et ceux du Front National. Il y a un mois, le Parti socialiste proposait de gouverner avec le centre. Aujourd'hui, il insulte tous ceux qui ont eu le courage ou tout simplement le bon sens de nous rejoindre. Ce qui était une bonne idée hier, lorsqu'elle venait de la gauche, est désormais une manœuvre et une hérésie parce qu'elle vient de la droite. La vérité, mes chers amis, c'est que la gauche n'aime l'ouverture que quand elle se fait autour d'elle. Et la gauche n'aime le peuple que lorsque le peuple vote pour elle. Eh bien, cette mauvaise foi et cette agressivité sont la preuve qu'avec l'ouverture, nous ne sommes pas dans le gadget, nous ne sommes pas dans la manœuvre, mais nous sommes bien dans une très sérieuse remise en cause des vieux clivages intellectuels et politiques. Laissons donc la gauche à ses règlements de compte, à ses excommunications, à ses procès de Solferino. Nous changeons la politique, nous tendons la main, nous construisons un rassemblement qui est une chance pour notre famille politique, pour notre gouvernement, mais surtout pour notre pays. Mais mes amis, cette ouverture, si elle s'effectue dans la diversité, je veux aussi vous dire qu'elle s'engage dans la clarté. Ceux qui nous rejoignent le font sur un projet que nous avons porté durant la campagne. C'est un projet dont la clarté nous impose un devoir, celui de l'accomplir. Ce que nous avons promis, nous allons le réaliser. Et nous avons 3 priorités immédiates qui vont trouver leur application dès la session extraordinaire du mois de juillet, si toutefois vous nous envoyez une majorité à l'Assemblée nationale. La première de ces priorités, c'est la sécurité des Français. Face à la violence et à la délinquance, il n'y a qu'une seule solution, il ne faut pas céder d'un millimètre. Face à la violence et à la délinquance, nous allons faire ce que nous avons dit et dès le mois de juillet, le Parlement sera amené à débattre de la question des mineurs délinquants et des peines planchers pour les multirécidivistes. Le sentiment d'impunité qui existe chez certains voyous est inadmissible. Et moi, je n'accepte pas que dans notre République, des femmes et des hommes soient obligés de baisser le regard lorsqu'ils marchent dans leur quartier de peur de se faire agresser. Je n'accepte pas que dans notre République, un père de famille voit son fils gagner dans la rue en une journée ce que lui gagne en un mois à l'usine. Il faut des règles morales et des règles civiques et il faut les faire respecter. La seconde priorité, c'est la revalorisation du travail. Sur ce sujet, le temps des hésitations est fini. Il est fini parce que depuis 25 ans, nous vivons avec un chômage qui est supérieur à la moyenne des pays européens. Il est fini parce que depuis 15 ans,
la croissance de notre économie est trop faible. Il est fini parce que depuis 10 ans, le pouvoir d'achat se dégrade. Eh bien, nous visons, d'ici 5 ans, le plein emploi. Et nous sommes bien décidés à nous en donner tous les moyens. Nous l'avons dit et nous le ferons tout de suite, nous allons libérer les heures supplémentaires. Et à l'automne, tous ceux qui veulent travailler plus pour gagner plus pourront le faire. C'est une révolution culturelle qui signifie qu'en France, la valeur du travail est de retour. C'est elle qui va nous permettre d'aller à la conquête de la croissance. C'est elle qui nous permettra de sortir de la paupérisation salariale. C'est elle qui nous permettra de financer notre pacte social, parce que c'est par notre productivité que nous pouvons financer nos écoles, nos hôpitaux et nos services publics. Parce que nous vous l'avions promis, nous voulons dès cet été que les seniors ne soient plus considérés comme des vieux qu'il faut écarter du marché de l'emploi, mais comme des salariés expérimentés qu'il faut au contraire valoriser. Dès cet été, nous autoriserons pour ceux qui le désirent le cumul entre une retraite et un emploi. Nous défiscaliserons le travail des étudiants. Nous permettrons la déduction des intérêts d'emprunt immobilier, parce qu'il faut que les Français aient la possibilité de devenir majoritairement propriétaires, parce que la propriété, c'est la sécurité pour sa famille, c'est la confiance dans l'avenir. Cet été, nous supprimerons les droits de succession, parce qu'il nous apparaît moral que chaque famille au seuil de sa vie puisse transmettre le fruit de ses efforts à ses enfants, sans être lourdement taxée. Dès cet été, nous instaurons le bouclier fiscal à 50% de l'ensemble des revenus et l'investissement direct dans le capital des PME. N'en déplaise à la gauche, moi je préfère voir les fortunes rester en France, financer notre pacte social, financer nos entreprises, plutôt que de les voir fuir à l'étranger et enrichir nos concurrents. Avec ces premières mesures, nous voulons provoquer un véritable choc de confiance. Nous voulons booster la croissance. Mais cette dynamique sera immédiatement complétée par une réforme fondamentale, celle de nos universités. Mes amis, depuis plus de 20 ans, rien n'a bougé dans la matière. Toute initiative a été tuée dans l'œuf par les spécialistes du statu quo. Et le résultat est là. La France a décroché sur le plan universitaire et scientifique au moment même où le savoir et la matière grise devenaient le moteur de la croissance internationale. Les universités françaises, qui étaient les meilleures du monde, ont disparu dans la profondeur des classements internationaux. La démocratisation de l'enseignement supérieur est venue se briser sur le mur de l'échec qui frappe aujourd'hui près de 50% des étudiants dès la première année de licence. Eh bien, tout cela, je ne l'accepte pas. Et là, je vous le dis, le temps de l'action est venu. Le temps d'action, il est aussi venu sur la question de l'immigration, qui fera l'objet d'un projet de loi durant l'été. Depuis des siècles, la France est une terre d'ouverture, une terre d'intégration, et elle doit le rester, comme elle doit demeurer une terre d'asile, une terre d'accueil pour ceux qui aiment la France, pour ceux qui veulent bâtir leur vie avec nous. Avec le président de la République, nous avons dit que nous voulions passer d'une immigration subie à une immigration choisie. Parce que, mes amis, la France a le droit, et j'ai même envie de dire, elle a la responsabilité non négociable de choisir qui elle veut accueillir et sous quelles conditions. Et pour nous, les choses sont claires. Nous ne souhaitons pas qu'on puisse vivre en France sans parler le français et sans respecter notre culture et les valeurs de la République pour lesquelles nos parents se sont battus.
Nous n'accepterons plus que l'on puisse faire venir toute sa famille lorsque l'on n'a pas de travail et lorsqu'on ne dispose pas des moyens de l'accueillir dignement. La générosité ne consiste pas à ouvrir les frontières à tout le monde, sans se soucier de la façon dont les étrangers vont subsister et dont ils vont s'intégrer. La fraternité ne consiste pas à accueillir dans n'importe quelles conditions ceux qui viennent vers nous. Et c'est pour cela que, comme Nicolas Sarkozy l'avait promis, nous avons créé un grand ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Parce que nous voulons que les étrangers d'aujourd'hui soient les Français de demain. Il n'y a rien de choquant à dire que les étrangers qui s'installent régulièrement chez nous ont vocation à s'approprier l'héritage du pays des droits de l'homme, de Victor Hugo au général de Gaulle. Il n'y a rien d'outrageant à ce que notre patriotisme soit mis en partage. L'identité nationale, mes amis, ça n'est pas une notion dépassée, ça n'est pas non plus une notion figée. L'identité française n'est pas la même aujourd'hui qu'au XIXe siècle ou même qu'au XXe siècle. Tous les étrangers qui ont choisi de vivre dans notre pays ont enrichi l'identité nationale. Les Italiens, les Polonais, les Portugais, les Maghrébins, les Africains, les Asiatiques, tous ont apporté la richesse de leur culture et de leur tradition, et tous ont contribué à forger une nouvelle identité française. Mais mes chers amis, au cœur de cette identité française, qui continuera d'évoluer, il y a des valeurs pour lesquelles nos parents et nos grands-parents se sont battus, et qui sont des valeurs intangibles, des valeurs qui ne sont pas négociables, des valeurs que nous n'accepterons jamais de voir remises en cause. C'est le cas, par exemple, de la laïcité et de la séparation de l'Église et de l'État qui garantit la liberté religieuse. C'est aussi le cas de l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous disons à ceux qui n'acceptent pas l'égalité entre les hommes et les femmes qu'ils ne sont pas les bienvenus sur le territoire de la République française. Nous ne pouvons pas accepter qu'au nom de la diversité culturelle, au nom du respect des traditions, les femmes puissent être voilées de force, mariées de force, mutilées, empêchées de travailler, empêchées d'étudier, voire même parfois empêchées de se faire soigner. Où serait le progrès? Que resterait-il de la République si l'on suivait les raisonnements à courte vue de cette gauche empêtrée dans ses bons sentiments, mais qui n'a été capable ni d'interdire le voile à l'école, ni de protéger les femmes et les minorités contre les discriminations? Le temps est également venu, mes amis, sur la question du service minimum. Les Français le veulent, et qui osera prétendre que leur requête est illégitime? Sur cette question, je veux, avec le Président de la République, une réponse qui corresponde à leur attente. Et je le dis sereinement, le droit de grève est indiscutable, mais la continuité du service public l'est tout autant. Je suis un homme d'écoute, je respecte les partenaires sociaux, je ne suis pas un idéologue, mais je suis aussi un réformateur décidé. Décidé à tenir tous nos engagements, décidé à être fidèle à la confiance que les électeurs ont placée en nous, décidé à toujours choisir l'intérêt général contre les intérêts particuliers, aussi légitimes soient-ils. L'élection présidentielle nous a donné un mandat qui n'est pas contestable. Je veux vous dire que j'en serai le garant, parce que les Français ne supportent plus les renoncements. Ils ne supportent plus les capitulations devant une pensée unique qui n'a réussi qu'à accroître les injustices et les inégalités qu'elle prétendait combattre. Mes chers amis, j'en prends devant vous l'engagement, nous allons avancer. Et nous ne calerons pas en chemin.
Mais pour cela, il faut passer par l'étape des législatives. Car sans majorité à l'Assemblée nationale, rien de tout ce que nous avons fait ensemble ne pourra être réalisé. Aucun de vos espoirs ne pourra être concrétisé. Nos rêves d'une France plus forte, d'une France plus grande, d'une France plus généreuse s'évanouiront. Lorsque j'entends la gauche dire « il faut des contre-pouvoirs », mais l'Assemblée nationale, ce n'est pas un contre-pouvoir, c'est le pouvoir. S'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de pouvoir pour le président de la République. Une nouvelle campagne électorale a commencé, ici, dans les Bouches-du-Rhône, avec Jean-Claude Gaudin, avec Renaud Muselier et avec tous les candidats qui portent nos couleurs. Je vous demande une mobilisation totale. Je vous demande de vous mobiliser pour Roland Blum. Je vous demande de vous mobiliser pour Dominique Tian. Je vous demande de vous mobiliser pour Jean Roata. Je vous demande de vous mobiliser pour Bernard Suzini, pour Guy Tessier, pour Nora Remagna Preciosi, pour Valérie Boyer. Je vous demande de vous mobiliser pour Bernard de Flessel, pour Richard Mallier, pour Christian Kert, pour Éric Diard, pour Alain Aragnaud, pour Maryse Joissin-Massini. Je vous demande de vous mobiliser pour Léon Vacher. Et puis, si vous avez encore du courage, vous pouvez aussi vous mobiliser pour les élus des départements voisins, n'est-ce pas, Monsieur Couve? Je vous demande de ne pas céder à la facilité, de ne pas céder au triomphalisme. Rien n'est acquis d'avance. Je vous demande d'aller au-devant des électeurs avec la volonté de les convaincre et non pas de vaincre, parce qu'il ne s'agit pas de battre une France contre l'autre. Il s'agit au contraire d'entraîner autour de nous, de rassembler autour de nous. Les Français ont voté pour une rupture, eh bien, dites-leur que nous allons la concrétiser. Les Français ont voté pour le changement, eh bien, dites-leur que nous allons l'engager. Les Français ont voté pour réhabiliter le travail, eh bien, dites-leur que nous allons le réhabiliter. Les Français ont voté pour l'identité de la France, eh bien, dites-leur que nous allons la ranimer parce que nous en sommes fiers. Les Français ont voté pour l'autorité de l'État, eh bien, dites-leur que nous allons la restaurer. Les Français ont voté pour que le défi de l'environnement soit relevé, eh bien, dites-leur que nous sommes décidés à être à la hauteur de cet enjeu. Les Français ont voté pour une transformation de notre pacte social qui redonne à la justice et à l'égalité des chances une crédibilité aujourd'hui en faillite, eh bien, dites-leur que nous allons le transformer. Les Français ont voté pour que la voix de la France soit respectée en Europe et influente dans le monde. Eh bien, dites-leur que le président de la République est déjà à l'initiative pour replacer notre pays au cœur de l'Union européenne. Dites-leur que nous ferons entendre la voix de notre nation partout où les valeurs qu'incarne la France sont attendues. Mes amis, Nicolas Sarkozy a besoin d'une majorité décidée et d'une majorité créative. Il a besoin de vous. Ce soir, à Marseille, dans cette ville généreuse et ouverte sur le monde, je vous demande une majorité pour servir la France. Une majorité pour servir la France qui refuse la fatalité, la France qui choisit son destin, la France qui croit à l'universalité de son message, la France qui se met en mouvement parce qu'elle sait d'où elle vient et qu'elle sait ce qu'elle veut et où elle va. Mes amis, auprès de vous, qui avez déjà tellement donné dans cette campagne, je viens dire que votre espérance est en marche. Nicolas Sarkozy a puisé ici à Marseille, à la veille du premier tour, l'énergie de proclamer que tout pouvait devenir possible. Eh bien, je vous dis aujourd'hui que tout est possible. Vive la République, vive la France!